Mes parents m'ont expulsé à Noël. Ma sœur a ri. J'ai apporté la boîte de grand-père à la banque. Le directeur a scanné l'acte de propriété, a verrouillé la porte et a dit. Je m'appelle Victoria. J'ai 28 ans. À 6h40 du matin le jour de Noël, l'odeur familière du café à la cannelle ne m'a pas réveillé. Ce qui m'a réveillé, c'est le bruit dur et agressif d'un lourd sac poubelle en plastique que l'on traînait sur le parquet de ma chambre. Le bruit de grattement était assez fort pour me tirer d'un sommeil profond. J'ai ouvert les yeux, clignant contre la faible lumière grise qui filtrait à travers les vitres givrées. L'air de la pièce semblait anormalement froid. J'ai vu ma mère, Elena, debout au pied de mon lit. Elle ne souriait pas. Elle n'a pas dit « Joyeux Noël ». Elle n'a pas demandé si j'avais bien dormi. Au lieu de cela, elle a plongé la main dans mon placard ouvert, a attrapé une pile massive de mes vêtements sur leur cintre, et les a poussés brutalement dans le sac en plastique noir. Elle se fichait de froisser mes chemisiers de travail coûteux. Elle a tordu le haut du sac et me l'a jeté directement sur la poitrine. Il m'a frappé assez fort pour me couper le souffle. « Lève-toi » a-t-elle murmuré. Sa voix était fine, tendue et complètement dépourvue de toute chaleur maternelle. « Nous avons besoin que tu partes aujourd'hui. Emballe le reste de tes affaires et va-t'en. » Je me suis assise lentement, repoussant le lourd sac en plastique de mes genoux. Je n'ai pas crié. Je ne lui ai pas demandé ce qui se passait. Je ne l'ai pas supplié de m'expliquer. Dans ma profession d'auditrice de contrat senior, la toute première règle que l'on apprend est d'observer le chaos avant d'y réagir. Quand un cadre panique et vous jette des documents, vous ne paniquez pas avec lui. Vous regardez ses mains. Vous regardez ses yeux. Vous rassemblez les données. J'ai regardé au-delà de ma mère et j'ai vu mon père, Arthur, debout dans le couloir. Il fixait les plaintes. Il fixait la peinture écaillée près du cadre de la porte. Il regardait partout sauf moi. C'était sa technique signature. L'incompétence militarisée et le silence militarisé. S'il ne regardait pas le problème n'existait pas. C'était un homme qui avait passé sa vie entière à éviter les conflits en faisant simplement semblant d'être invisible. Puis ma jeune sœur Chloé est entrée dans la pièce. Elle avait 22 ans, portant un ensemble de pyjamas en soie assortis que ma mère lui avait acheté en utilisant l'argent que je leur donnais pour les courses. Chloé tenait son téléphone levé, l'écran tourné vers elle, son pouce posé sur le bouton d'enregistrement. Elle enregistrait toujours tout. Sa vie entière était une performance pour un public d'inconnus. Elle a laissé échapper un petit rire méchant, s'assurant que la caméra capte le parfait angle de son sourire narquois. « Bonne chance pour recommencer à zéro, Victoria » a-t-elle dit, sans même me regarder directement, ne regardant que mon reflet sur son écran. Maman donne cette chambre à mon petit ami pour qu'il puisse installer son nouveau studio de podcast. Tu n'apportes vraiment rien à cette famille de toute façon. Il est temps que tu voles de tes propres ailes et que tu arrêtes de nous ralentir. J'ai regardé ma mère. J'ai attendu qu'elle corrige Chloé. J'ai attendu qu'elle dise que je lui payais $900 chaque mois pour le loyer. J'ai attendu qu'elle reconnaisse que j'achetais les courses, que je payais la facture d'internet et que j'avais couvert les taxes foncières au printemps dernier quand elle prétendait que son compte bancaire était à découvert. Mais ma mère a simplement croisé les bras et m'a regardé avec des yeux froids et impatients. Il n'y avait pas d'amour dans cette pièce. Il n'y avait que le calcul brutal de personnes qui avaient décidé qu'elles avaient extrait toute la valeur qu'elles pouvaient obtenir de moi. Je n'ai pas pleuré. Pleurer est une réponse biologique à un choc émotionnel. Mais je n'ai ressenti aucun choc. J'ai juste ressenti une clarté absolue et silencieuse. Ils pensaient que mon silence signifiait que j'étais brisé. Ils pensaient que je me rendais à leur cruauté. Mais dans le monde de l'audit d'entreprise, le silence est juste l'espace que nous utilisons pour compter les chiffres. Je suis sorti du lit. J'ai mis mes chaussettes en laine les plus épaisses, mon manteau d'hiver et une paire de bottes robustes. Je n'ai pas préparé de valise. Je n'ai pas pris mon ordinateur portable ni mes vêtements d'hiver. J'ai marché vers l'étagère du bas de ma bibliothèque et j'ai ramassé la seule chose qui comptait. C'était une lourde boîte en noyer foncé. Mon grand-père, David, me l'avait donnée il y a 9 ans, juste quelques semaines avant son décès. Il m'avait fait promettre de ne jamais l'ouvrir à moins que je sente que je n'avais absolument plus rien. J'ai glissé la boîte sous mon bras. Je suis passé devant ma mère. Je suis passé devant mon père, qui a reculé pour me faire de la place, regardant toujours le sol.
Je suis passé devant Chloé et la caméra de son téléphone. J'ai franchi la porte d'entrée et je suis sorti dans la neige glaciale. Je n'ai pas regardé en arrière. Il pensait que je partais avec rien. Il n'avait aucune idée que je portais la guillotine financière de toute notre famille. L'air extérieur était d'un froid glacial. La neige tombait en couches épaisses et lourdes, s'accumulant sur le pare-brise de ma voiture en gros tas. Le vent mordant transperçait mon manteau, mais je le sentais à peine. Mon corps fonctionnait à l'adrénaline pure et avec un sens profondément ancré de la logique procédurale. J'ai déverrouillé ma voiture, je suis monté sur le siège du conducteur, j'ai démarré le moteur et j'ai allumé le chauffage au maximum. L'horloge numérique sur le tableau de bord indiquait 7h15 du matin. Je suis resté assise sur le siège du conducteur pendant un long moment, écoutant le bourdonnement du moteur, regardant les balais d'essuie-glace repousser agressivement la neige lourde. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures étaient devenues complètement blanches. Il est incroyablement étrange de voir sur quoi votre cerveau décide de se concentrer lorsque toute votre vie s'effondre autour de vous. Je n'ai pas pensé à l'endroit où j'allais dormir cette nuit-là. Je n'ai pas pensé au fait que c'était le matin de Noël et que j'étais entièrement seul, exilé de la seule famille que j'avais. J'ai pensé aux 900 $ que j'avais transférés sur le compte bancaire de ma mère il y a juste 3 jours. J'ai pensé à la petite note numérique qu'elle avait jointe à la demande de paiement sur son téléphone. Elle disait, pour les dépenses familiales, merci, ma chérie. Complétée par un emoji cœur rouge. Cet emoji ressemblait à une gifle physique maintenant. J'ai pris une profonde inspiration tremblante. J'ai tendu la main vers le siège passager et j'ai ramassé la boîte en noyer. Elle était lisse et lourde, fabriquée avec un soin immense. J'ai tracé les bords du bois poli avec mes doigts. Je me suis souvenu de mon grand-père David assis dans son atelier de menuiserie à l'arrière de la propriété. Je me suis souvenu de l'odeur de la sciure de cèdre fraîche, du vieux café et de la forte odeur du vernis à bois. Il m'avait regardé avec des yeux qui voyaient clair à travers les sourires polis et faux de notre famille. Il voyait exactement comment ma mère me traitait comme un appareil électroménager encombrant qui n'était utile que lorsqu'il distribuait de l'argent. Il voyait comment mon père laissait faire, se cachant derrière son journal. Il m'avait tendu cette boîte un mardi après-midi pluvieux et avait dit, « Victoria, quand le château de cartes s'effondrera, tu sauras quoi faire. Tu es la seule dans cette famille qui sait lire les petits caractères. » J'ai posé mes mains fermement sur le couvercle. Il était rigide après des années à être bien fermé, mais avec une poussée ferme et délibérée de mes pouces, il s'est ouvert avec un léger clic. À l'intérieur de la boîte, il n'y avait pas d'épaisse liasse d'argent. Il n'y avait pas de longues lettres émotionnelles sur le vrai sens de la famille ou du pardon. Il y avait exactement 3 objets reposant sur la doublure en velours. Le premier objet était une vieille et lourde clé en laiton. Je l'ai fixée. Elle ressemblait exactement à la clé de la porte d'entrée de la maison dont je venais d'être expulsé. Le deuxième objet était une carte de visite blanche et impeccable. Le logo en relief sur la carte indiquait Northern Trust Bank. Sous le logo, il y avait un nom imprimé en encre noire épaisse. Michael Vance, directeur d'agence. Le troisième objet était un petit carré de papier bloc-notes jaune, le genre que mon grand-père utilisait pour dessiner les mesures de ses meubles. Dessus, écrite avec son écriture soignée, nette et incomparable, se trouvait une seule phrase dévastatrice. Elle disait, n'importe quand, pour n'importe quelle raison, à n'importe quelle heure, tu es la véritable propriétaire. J'ai fixé ce morceau de papier jaune jusqu'à ce que les mots commencent à se brouiller. Tu es la véritable propriétaire. Mon esprit, méticuleusement entraîné à analyser des contrats juridiques complexes pour trouver des clauses cachées et des moyens de pression, a commencé à tourner à 1 million de kilomètres à l'heure. J'ai regardé la lourde clé en laiton. J'ai regardé la carte de visite. Northern Trust Bank était située en plein centre-ville, à seulement 10 minutes en voiture. Je savais que Michael Vance était un vieil ami de confiance de mon grand-père. J'ai enclenché la vitesse. Les routes étaient complètement vides à cause de la matinée de fête. Les gros pneus crissaient bruyamment sur la neige fraîche et non déneigée. J'ai conduit vers le centre-ville avec une concentration froide, mécanique et terrifiante. La morsure de la trahison et la douleur du rejet s'estompaient rapidement. À leur place, une énergie vive et calculatrice prenait le contrôle de chaque nerf de mon corps. Ma famille venait de commettre une erreur comptable massive et catastrophique. Ils avaient expulsé la mauvaise personne. Je me suis garé sur le parking déneigé de Northern Trust Bank à exactement 8h30 du matin.
Je savais que les banques traditionnelles étaient censées être strictement fermées le jour de Noël, mais en tournant au coin, j'ai vu une seule voiture garée près de l'entrée latérale des employés. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était une vieille berline grise méticuleusement entretenue. Michael Vance était bien connu dans notre petite ville pour travailler tôt, même les jours fériés importants, préférant le silence absolu d'un bâtiment vide pour rattraper sa paperasse de fin d'année. Je me suis approché de la lourde porte latérale en verre et j'ai frappé fermement avec mes jointures nues. Le son a légèrement résonné dans l'air glacial. Quelques instants plus tard, un homme approchant les 70 ans est apparu des ombres du couloir. Il portait un simple gilet en laine marron et tenait une tasse de café en céramique. Il a d'abord semblé légèrement agacé, ses sourcils se fronçant derrière ses épaisses lunettes, mais quand ses yeux se sont concentrés sur mon visage, il s'est figé. Il s'est arrêté de marcher. Il a baissé les yeux vers mes mains. Il a vu la boîte en noyer foncé pressée contre ma poitrine. Il a immédiatement posé sa tasse de café sur un rebord à proximité, a déverrouillé le pêne dormant et a poussé la lourde porte pour l'ouvrir. « Victoria » a-t-il dit doucement, la voix chargée d'une émotion que je ne pouvais pas tout à fait identifier. « Entrez vite vous mettre à l'abri du froid maintenant. » Je l'ai suivi à l'intérieur. Le hall principal de la banque était sombre, silencieux et sentait légèrement la cire pour le sol et le vieux papier d'imprimante. Nous avons dépassé les guichets vides, nos bottes claquant bruyamment sur le carrelage poli, et sommes allés directement dans son bureau privé tout au fond. Michael s'est dirigé vers les grandes fenêtres et a baissé les lourds stores un par un, bloquant l'éclat vif de la neige du matin. Puis il a fait quelque chose qui a fait se dresser les petits poils sur ma nuque. Il a fermé la porte de son bureau et a tourné le verrou de l'intérieur. « Asseyez-vous, Victoria » a-t-il dit doucement, en désignant une grande chaise en cuir usé directement en face de son bureau. Il a contourné le bureau, s'est assis lourdement, a déverrouillé son tiroir du bas avec une petite clé en argent et a sorti une épaisse chemise de classement rouge vif. Il l'a placée bien au centre du bureau, exactement entre nous. Il m'a regardé avec une expression sérieuse, incroyablement lourde. « Votre grand-père m'a donné des instructions strictes et non négociables il y a 9 ans, a-t-il dit, en gardant la voix basse. Il m'a dit qu'un jour vous entreriez dans cette banque en portant exactement cette boîte en bois. Il m'a dit que quand ce jour arriverait enfin, cela signifierait que vos parents vous auraient finalement jeté dehors dans le froid. Ils m'ont expulsé ce matin, ai-je dit. Ma voix était complètement stable, dépourvue de tout tremblement. Ma mère veut la chambre pour le petit ami de ma sœur. Ils m'ont donné 10 minutes pour remplir un sac poubelle. Michael a secoué la tête lentement, un regard de profond dégoût traversant son visage. Il a ouvert la chemise rouge. Il a glissé une épaisse pile de papiers agrafés et légalement reliés vers moi. Je suis une auditrice de contrat. Je passe ma vie à regarder des documents juridiques complexes, 8 heures par jour, 5 jours par semaine. J'ai immédiatement reconnu le format, la police et la mise en page. C'était un acte de fiducie. Lisez la section surlignée à la page 2, a dit Michael, en tapotant le papier avec son index. Je me suis penché en avant. Le document était daté d'exactement 2 mois avant la mort de mon grand-père. J'ai lu le jargon juridique rapidement, mes yeux sautant automatiquement par-dessus le texte standard pour aller aux phrases clés qui comptaient vraiment. Concessionnaire David Miller, bénéficiaire, Victoria Miller. Je me suis arrêté. Je l'ai relu. Mon pouls a commencé à battre dans mes oreilles. Votre grand-père n'a pas laissé la maison à votre mère, a expliqué Michael doucement, laissant les mots faire leur effet. Il savait exactement ce qu'elle était. Il savait qu'elle dilapiderait la propriété. Il savait qu'elle vous traiterait comme une citoyenne de seconde zone, une locataire dans votre propre maison. Alors, il a créé une fiducie aveugle et irrévocable. Le jour de sa mort, la propriété légale de la maison vous a été transférée entièrement et exclusivement. Vos parents vivent dans votre maison depuis 9 ans. Ils n'ont aucune valeur nette. Ils n'ont aucun contrat de location. Ils n'ont absolument aucun droit légal d'être là. J'ai fixé le papier épais. Une vague massive de réalisations froides et tranchantes m'a submergé. Pendant si longues années, ma mère m'avait facturé $900 par mois. Elle appelait ça un loyer. Elle me disait qu'il était de mon devoir moral et financier d'aider à payer l'hypothèque et de soutenir la famille. Mais il n'y avait pas d'hypothèque. La maison avait été entièrement payée depuis la fin des années 1990. Mademoiselle Victoria, a dit Michael, sa voix baissant encore plus. Ils n'ont absolument aucune idée de qui vous êtes vraiment.
votre grand-père ne vous a pas seulement laissé une maison. Il vous a laissé le pouvoir absolu de les tenir pour responsables. J'ai levé les yeux du document juridique. La petite fille effrayée à qui on avait crié dessus ce matin-là avait entièrement disparu. L'auditrice de contrat senior avait complètement pris sa place. Je ne me sentais pas triste. Je ne me sentais pas trahie. Je me sentais dangereuse. J'ai besoin de copies certifiées de absolument tout, ai-je dit, ma voix résonnant d'autorité. Chaque document, chaque signature, chaque addendum. Je veux le dossier complet. Je me suis assise seule dans le hall exigu et faiblement éclairé d'un motel bon marché à l'extrême limite de la ville, buvant un horrible café noir tiède dans un gobelet en polystyrène fragile. À côté de moi, sur la petite table en plastique rayé, se trouvait l'épaisse chemise rouge que Michael m'avait remise. Il n'était que midi le jour de Noël. Dehors, la neige tombait toujours, recouvrant les routes d'un épais manteau blanc. J'ai vérifié mon téléphone pour la 20e fois. Il n'avait pas vibré une seule fois. Il n'y avait aucun appel en absence. Il n'y avait aucun message texte frénétique de ma mère demandant si j'étais en sécurité dans la tempête de neige glaciale. Il n'y avait aucune excuse de mon père. Il n'y avait rien. Il m'avait jeté avec succès comme un meuble cassé, et il passait déjà à autre chose avec leur matinée de fête joyeuse sans y penser à deux fois. J'ai ouvert mon ordinateur portable de travail, je me suis connecté à l'internet non sécurisé du motel, et je me suis connecté directement à mon compte bancaire principal. Je ne voulais pas me vautrer dans l'apitoiement sur mon sort. J'avais besoin de voir les chiffres bruts. J'avais besoin de quantifier mathématiquement la trahison que je venais de découvrir. J'ai affiché l'historique de mes transactions et j'ai appliqué un filtre personnalisé pour chercher exclusivement les transferts externes envoyés sur le compte de ma mère. L'écran s'est immédiatement rempli d'une longue et interminable colonne défilante de signes moins rouges. 900 $ chaque mois, précisément le premier du mois, pendant exactement 72 mois. Je me suis penché en arrière dans la chaise en plastique bon marché et j'ai fermé les yeux, laissant les souvenirs amers me submerger comme de l'eau froide. Je me souvenais spécifiquement du jour de mes 22 ans. Je venais de décrocher mon tout premier emploi d'auditrice junior dans un cabinet d'entreprise de taille moyenne. J'étais tellement incroyablement fier de moi. J'étais rentré à la maison avec un petit gâteau à la vanille acheté en magasin pour célébrer mon premier vrai chèque de paie. Ma mère ne m'avait pas félicité. Au lieu de cela, elle m'avait fait asseoir à la table de la cuisine, avait plié ses mains parfaitement devant elle, et avait pris son air sérieux, profondément préoccupé. Victoria, avait-elle dit, en utilisant son ton de voix mielleux, parfaitement raisonnable qu'elle réservait à la manipulation. Tu es une adulte maintenant avec un vrai salaire d'entreprise. Cette famille fonctionne sur le sacrifice partagé et le soutien mutuel. Il est temps que tu prennes tes responsabilités et que tu paies ta juste part de l'hypothèque et des taxes foncières qui augmentent. 900 $ par mois, c'est une véritable aubaine comparée à la location d'un appartement d'une chambre dans cette ville. C'est simplement la chose responsable et mature à faire. J'avais accepté immédiatement. Je n'avais même pas négocié. Je voulais si désespérément être une bonne fille. Je voulais aider à soulager le fardeau de mes parents. Je m'étais connecté à mon application bancaire juste là, à la table de la cuisine, et j'avais configuré un transfert automatique récurrent. Je n'ai jamais remis cela en question. Pendant 6 années continues, j'ai remis une part massive de mon salaire durement gagné, croyant de tout mon cœur que mon argent gardait un toit au-dessus de nos têtes. Mais en regardant les documents certifiés de la fiducie posés sur la table juste à côté de mon ordinateur portable, le paradoxe total de toute la situation était physiquement écœurant. J'étais la véritable propriétaire légale de la maison, et j'avais systématiquement payé un loyer à mes propres squatteurs. Ma mère avait pris mon argent, m'avait regardé droit dans les yeux chaque jour, et s'était plainte bruyamment à quel point il était incroyablement difficile de joindre les deux bouts dans cette économie. Elle m'avait fait la morale pendant des heures sur le fait d'éteindre les lumières du couloir pour économiser quelques centimes sur l'électricité. Elle m'avait intentionnellement fait me sentir incroyablement coupable de m'être acheté un simple nouveau manteau d'hiver dont j'avais désespérément besoin, me traitant d'égoïste et d'irresponsable sur le plan financier. Et pendant tout ce temps, elle vivait complètement sans payer de loyer dans une maison qu'elle ne possédait même pas, empochant nonchalamment mon argent mois après mois. 64 800 $. C'était le grand total qui me dévisageait depuis la feuille de calcul. Ce n'était pas seulement un loyer. C'était une extorsion financière hautement calculée, déguisée en amour vache nécessaire d'une mère.
Où exactement l'argent était-il allé? C'était la toute première question qui s'est naturellement formée dans la partie auditrice de mon cerveau. S'il n'y avait absolument aucune hypothèque à payer, et si les taxes foncières annuelles étaient entièrement couvertes par un petit fonds en fiducie séparé que mon grand-père avait discrètement mis en place avant sa mort, où étaient passés mes 64 800 $? J'ai ouvert une toute nouvelle feuille de calcul vierge sur mon ordinateur portable. J'ai nommé le fichier la vérification de la réalité. J'ai commencé à saisir des points de données basés sur 6 années d'observation. Je suis extrêmement doué pour reconstituer un puzzle financier massif à partir de très petits indices quotidiens apparemment sans rapport. J'ai réfléchi profondément aux 6 dernières années passées sous ce toit. J'ai pensé à Chloé. Chloé, l'enfant roi absolu de la famille. Chloé, qui avait essayé le collège communautaire pendant exactement un semestre, avait abandonné parce qu'elle prétendait que les professeurs étaient trop stressants pour sa santé mentale, et avait décidé avec confiance qu'elle allait être une influenceuse lifestyle à plein temps. Elle n'avait jamais occupé un vrai emploi payant des impôts de toute sa vie. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle conduisait une voiture de luxe neuve en location. Elle portait régulièrement des sacs à main de marque qui coûtaient plus de 2000 $ l'unité. Elle se vantait de ses routines de soins de la peau coûteuses en plusieurs étapes et partait fréquemment pour de somptueux week-ends à des festivals de musique hors de l'État avec ses amis. J'ai tapé les dépenses mensuelles estimées de Chloé dans la feuille de calcul vierge. Voiture, assurance, vêtements, voyages, sorties au restaurant. J'ai appuyé sur le bouton de somme automatique. Les chiffres finaux correspondaient presque parfaitement au transfert mensuel de 900 $ que j'avais effectué directement à ma mère. Mon loyer ne payait pas l'entretien de la maison. Mon loyer finançait exclusivement le style de vie de luxe complètement faux de ma petite sœur. Je travaillais littéralement des semaines épuisantes de 60 heures dans un cabinet d'entreprise exigeant uniquement pour acheter les billets de concert VIP de ma sœur. Et puis il y avait mon père, Arthur. J'ai tapé son nom dans la feuille de calcul et j'ai fait une pause, mes doigts planant au-dessus des touches. Arthur était essentiellement un fantôme dans sa propre vie. Il travaillait une semaine tout à fait moyenne de 40 heures dans une quincaillerie locale, rentrait à la maison pile à 5 heures, buvait exactement 3 bières bon marché, et regardait la télévision jusqu'à ce qu'il s'endorme dans son fauteuil inclinable. Il n'élevait jamais la voix contre personne. Il ne s'engageait jamais dans aucune dispute. La plupart des gens de notre quartier pensaient qu'il était un homme doux et facile à vivre, mais je connaissais la vérité. Son silence était un choix très délibéré. Son silence était une complicité active dans la maltraitance. Chaque fois que ma mère me hurlait dessus pour avoir accidentellement laissé une tasse de café sur le comptoir de la cuisine, me traitant de paresseuse négligée, Arthur se levait simplement et sortait de la pièce. Chaque fois que Chloé piquait une crise et exigeait que je renonce à mon seul jour de congé pour la conduire 3 heures jusqu'à un centre commercial, Arthur plongeait son visage plus profondément dans son journal. Il savait que ma mère prenait agressivement mon argent chaque mois. Il savait que la maison était entièrement payée. Il savait exactement ce qui se passait et il choisissait de ne absolument rien faire parce que ne rien faire le gardait en sécurité hors de la ligne de mire de ma mère. Incompétence militarisée. C'est une stratégie de survie absolument brillante pour les lâches. Si vous faites activement semblant de ne pas comprendre les finances de la famille, vous n'avez jamais à prendre de responsabilité morale ou légale pour le vol en cours. J'ai regardé le grand total généré sur la feuille de calcul. Les mathématiques étaient brutalement, indéniablement claires. À leurs yeux, je n'étais pas une fille. Je n'étais pas un être humain avec des sentiments ou un avenir. Je n'étais qu'une source de revenus. J'étais un service de base, exactement comme l'eau courante ou l'électricité. Et tout comme un service de base, ils ne remarquaient mon existence que lorsqu'il était temps de recouvrer la facture mensuelle. Ils m'ont toujours appelé froide. Lors des grands dîners de famille, quand la parenté venait pour les fêtes, ma mère soupirait souvent dramatiquement, sirotait son vin et disait à ses amis, « Victoria est juste tellement calculatrice. Elle est exactement comme une machine. Pas de chaleur, pas d'émotion, juste de la logique. C'est si dur d'aimer quelqu'un comme ça. » Ce qu'ils n'avaient complètement pas compris, c'est qu'ils étaient les ingénieurs exacts qui avaient construit la machine. Quand vous grandissez dans une maison hautement instable où les règles changent constamment en dépendant entièrement de l'humeur imprévisible de votre mère, vous apprenez rapidement à suivre les données brutes juste pour survivre. Si je laissais mes chaussures d'école près de la porte d'entrée un mardi, c'était parfaitement bien. Elle ne le remarquerait même pas. Si je laissais ces mêmes chaussures exactement au même endroit un jeudi,
cela déclencherait instantanément une énorme dispute hurlante sur la façon dont je ruinais délibérément l'esthétique de la maison et manquais de respect à son autorité. Pour survivre à cet environnement sans perdre la tête, je devais surveiller activement absolument tout. Je mémorisais les légers changements de ton dans sa voix. Je suivais ses habitudes de dépenses quotidiennes. Je notais les incohérences flagrantes dans les histoires qu'elle racontait à mon père par rapport aux histoires qu'elle racontait à ses amis. Je ne suis pas devenue auditrice de contrat senior par pur hasard. J'ai activement choisi une profession où la réalité est écrite strictement à l'encre noire et blanche, où les sentiments ne dictent pas la vérité. Dans un audit professionnel, il n'y a absolument aucune place pour la manipulation émotionnelle. Un chiffre n'est qu'un chiffre. Une clause légale est une clause légale. Si un fournisseur tiers essaie de surfacturer systématiquement une entreprise cliente en glissant des frais cachés à la page 40 d'un contrat, il ne peut pas soudainement se mettre à pleurer dans la salle de conférence et prétendre qu'il l'a fait parce qu'il était stressé ou parce qu'il l'a fait par amour. Il échoue simplement immédiatement à l'audit et le contrat est résilié. Mon travail quotidien impliquait de fouiller méticuleusement à travers des milliers de pages de contrats d'entreprise denses pour trouver le seul paragraphe lourdement déguisé où une entreprise essayait activement de voler de l'argent. J'ai été hautement formé par les meilleurs de l'industrie pour chercher les fuites financières invisibles. J'ai été formé pour ne faire confiance à absolument rien d'autre qu'aux traces écrites vérifiées. Ma famille pensait que mon esprit analytique était un grave défaut de personnalité. Ils l'utilisaient constamment comme une excuse commode pour me tenir à distance, prétendant agressivement que j'étais beaucoup trop difficile et rigide pour qu'on se connecte émotionnellement avec moi. Mais en réalité, en y repensant maintenant, ils avaient juste profondément peur de ma vision. Ils avaient peur qu'un jour j'arrête de regarder des documents d'entreprise et que j'applique enfin mes compétences professionnelles hautement réglées à notre propre dynamique familiale toxique. Et ils avaient absolument raison d'avoir peur. Assise seule dans cette chambre de motel glacial, fixant d'un regard vide la chemise rouge contenant la preuve irréfutable de ma propriété, j'ai enfin réalisé que toutes ces années douloureuses de négligence émotionnelle n'avaient pas été une tragédie. Elles avaient été un programme d'entraînement intense et immersif. Ils avaient réussi à prendre une petite fille vulnérable qui voulait juste désespérément être aimée par ses parents, et ils l'avaient lentement, méthodiquement transformée en un super prédateur financier. Je ne voulais plus pleurer. Je ne voulais pas les appeler au téléphone et les supplier d'expliquer pourquoi ils ne m'aimaient pas. Le désir de leur validation avait complètement disparu. Je voulais juste les auditer. Je voulais les dépouiller jusqu'à leur simple reçu, exposer chaque mensonge qu'ils avaient jamais dit, et leur présenter la facture finale impayable pour 6 ans de vol. J'avais besoin de retracer la chronologie exacte pour comprendre ce qui avait spécifiquement déclenché mon expulsion soudaine. Pourquoi ce matin? Pourquoi précisément le jour de Noël, un jour traditionnellement destiné à faire semblant de tolérer sa famille? Je me suis penché en arrière dans la chaise en plastique dur, j'ai fermé les yeux et j'ai soigneusement rejoué les événements des dernières 48 heures dans ma tête comme une cassette de sécurité. La nuit dernière, la veille de Noël, j'étais rentré très tard d'un service épuisant de 10 heures au bureau. La maison était complètement sombre et silencieuse. J'ai marché doucement devant la chambre de mes parents au bout du couloir et j'ai soudain entendu des voix basses et urgentes. La porte de la chambre était entr'ouverte d'à peine 1 centimètre. Normalement, j'aurais juste continué à marcher droit vers ma chambre pour éviter toute interaction, mais j'ai distinctement entendu prononcer mon nom. Je me suis arrêté net. J'ai retenu mon souffle, pressant mon dos contre le mur de plâtre frais, et j'ai écouté attentivement. C'était ma mère. Elle parlait à mon père. Elle n'avait pas l'air en colère ou stressée. Elle avait l'air incroyablement excitée, presque étourdie. Une fois que Victoria sera enfin hors de la maison, nous pourrons enfin avancer avec le plan, avait-elle dit, la voix vibrant d'anticipation. L'agent immobilier à qui j'ai parlé mardi m'a dit que le marché immobilier dans notre quartier atteint absolument des sommets en ce moment. Si nous mettons la maison en vente d'ici début février, nous pourrons facilement en tirer au moins 400 000 $ dans une guerre d'enchères, nous pourrons prendre cet argent. Acheter un petit condo de luxe pour nous-mêmes près du lac et donner le reste de l'argent liquide à Chloé pour l'aider à lancer sa boutique de vêtements en ligne. C'est le plan parfait et infaillible. Mon père avait marmonné quelque chose de bas et d'indistinct que je n'avais pas pu bien entendre, exprimant probablement une faible hésitation symbolique. Nous devons juste le faire rapidement. Ma mère a continué, son ton devenant sec et autoritaire, coupant court à ses marmonnements. Dis-lui que nous avons désespérément besoin de la chambre pour le petit ami de Chloé. Pousse-la à bout.
rend-la en colère pour qu'elle parte d'elle-même. Si elle vit toujours ici, elle posera certainement trop de questions ennuyeuses quand les évaluateurs et les photographes viendront voir la maison. Nous avons besoin qu'elle parte d'ici demain matin, Arthur. Plus de retard. J'étais resté figé dans le couloir sombre, les planches de bois froides s'infiltrant à travers mes chaussettes. L'audace pure et absolue de la conversation m'a frappé comme un coup physique à l'estomac. Il ne me jetait pas seulement dehors pour donner une chambre à un garçon inutile de 20 ans. Il prévoyait activement de vendre la maison. Il prévoyait de liquider complètement la maison qu'il ne possédait même pas pour voler la valeur nette massive qui m'appartenait de droit et utiliser mon héritage pour financer leur retraite anticipée et l'entreprise commerciale délirante de l'enfant préféré. Ce fut le moment exact où la bonne fille en moi est finalement et définitivement morte. Pendant des années, malgré tout, je m'étais bêtement accroché à un infime et pathétique lambeau d'espoir. J'avais sincèrement pensé que si je payais assez d'argent, si je restais assez silencieuse, si je travaillais assez dur pour réussir, il finirait par me respecter. Mais en me tenant dans ce couloir sombre, les écoutant comploter nonchalamment pour commettre une fraude immobilière massive et me voler des centaines de milliers de dollars, j'ai enfin réalisé la vérité brutale. Les familles toxiques n'ont pas d'arc de rédemption réconfortant. Elles ne se réveillent pas un jour en réalisant l'erreur de leur voie. Elles ont juste une escalade sans fin. Si vous les laissez prendre votre argent, elles essaieront éventuellement de prendre votre maison. J'étais retourné silencieusement dans ma chambre, j'avais verrouillé la porte et j'avais réglé l'alarme de mon téléphone pour 6h00 du matin. Je savais que l'expulsion arrivait. Je les avais délibérément laissés le faire juste pour pouvoir les regarder jouer avec confiance leurs mains perdantes. J'ai rouvert mon ordinateur portable. La phase d'investigation de mon esprit était complètement terminée. J'avais le mobile clair. J'avais les preuves irréfutables. Maintenant, il était temps de construire le pare-feu légal impénétrable et de réduire leur plan entier en cendres. À précisément 2h00 de l'après-midi le jour de Noël, mon téléphone s'est enfin allumé sur la table de chevet de ma chambre de motel exigu. L'écran a affiché un message texte entrant de ma mère, Elena. J'ai pris l'appareil et j'ai regardé la notification avec une curiosité clinique et détachée. C'était un artefact classique de manipulation domestique. La manœuvre classique d'un système familial abusif vérifiant si sa source de revenus déplacée avait rampé jusqu'au périmètre pour implorer le pardon. Le message disait, « Victoria, j'espère que tu as eu le temps de te calmer et de réfléchir à ton comportement hostile ce matin. Tu as gâché Noël pour tout le monde avec ta sortie dramatique. Nous sommes prêts à te laisser revenir et emballer le reste de tes affaires demain après-midi, mais tu dois d'abord t'excuser auprès de ta sœur et de son petit ami. Fais-moi savoir quand tu seras prête à être une adulte et à avoir une conversation mature. » J'ai fixé les mots sur l'écran lumineux. C'était un exemple parfait et immaculé de la stratégie défensive psychologique connue sous le nom de Darvo, nier, attaquer, et inverser la victime et l'offenseur. Elle m'avait physiquement poussé hors de ma propre maison, m'avait jeté des sacs poubelles sur la poitrine, et m'avait volé mon argent pendant 6 ans. Pourtant, par un miracle de gymnastique mentale, j'étais l'entité malveillante qui avait gâché les vacances familiales. Je ne lui ai pas répondu. Je n'ai pas tapé un paragraphe furieux et chargé d'émotions exposant son tissu de mensonges. Dans mon domaine de travail, vous apprenez très tôt que répondre à un entrepreneur frauduleux lui donne un moyen de pression. Cela lui dit qu'il a encore un crochet dans votre cerveau, un canal ouvert pour négocier des conditions qui sont entièrement non négociables. Répondre lui fournit une réserve psychologique et un engagement. Au lieu de m'engager, j'ai tapé sur son profil, j'ai fait défiler jusqu'au bas de l'écran et j'ai sélectionné l'option bloquer. J'ai bloqué son numéro principal. J'ai bloqué le numéro de mon père. J'ai bloqué Chloé. J'ai bloqué les applications de messagerie sur mon ordinateur portable. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur d'entreprise et j'ai commencé à activer un pare-feu financier complet. Dans le monde professionnel de l'audit, lorsque vous découvrez un stratagème de détournement de fonds massif sur plusieurs années au sein d'une entreprise, votre toute première étape consiste à sécuriser complètement le périmètre. Vous ne laissez pas les mauvais acteurs savoir que vous êtes sur leur piste. Vous fermez discrètement leur accès au réseau pour qu'ils ne puissent pas détruire les traces écrites, modifier les registres numériques ou vider les comptes d'entreprise restants. Je me suis connecté à mes portails sécurisés auprès des 3 principales agences d'évaluation du crédit. J'ai placé un gel de crédit immédiat et blindé sur mon numéro de sécurité sociale. À partir de cette seconde exacte, personne, y compris ma mère, ne pouvait ouvrir une nouvelle ligne de crédit,
demander une carte de magasin de détail. Contracter un prêt automobile ou effectuer une vérification des antécédents en utilisant mon identité sans un processus de vérification à plusieurs niveaux envoyé directement à mon appareil personnel crypté. Ensuite, j'ai accédé à mon application bancaire principale. J'ai réacheminé mes dépôts directs d'entreprise loin de l'ancien compte courant sur lequel ma mère avait une visibilité, déplaçant chaque dollar futur vers un tout nouveau compte privé que j'avais ouvert dans une institution séparée un mois auparavant. Enfin, je suis allé dans les paramètres de paiement récurrent. J'ai sélectionné le transfert automatique qui envoyait 900 $ sur le compte de ma mère le premier de chaque mois. J'ai tapé sur le bouton supprimer. J'ai regardé la transaction programmée disparaître du registre en attente avec un sentiment de satisfaction silencieuse. C'était le dernier centime qu'ils allaient jamais extraire de mon travail. Pour assurer une isolation complète, j'ai établi une règle de routage automatique des courriels sur mon ordinateur portable. Toute communication numérique contenant leur nom ou envoyée depuis leurs adresses électroniques connues était programmée pour contourner entièrement ma boîte de réception. Le système les envoyait directement dans un dossier crypté caché étiqueté preuve légale. Je ne voulais pas voir leurs appels émotionnels, leurs menaces ou leurs proses culpabilisantes. Je voulais seulement stocker leurs mots comme des données découvrables pour les prochaines procédures judiciaires. À 4h00 de l'après-midi, Victoria, la fille docile, était complètement effacée de leur radar. Seule Victoria, l'auditrice de contrat senior, restait, et elle préparait une piste de papier froide, sans faille et incontournable qui écraserait leur sentiment de droit sous le poids de la loi. Le lendemain matin, le 26 décembre, la neige avait cessé de tomber, laissant la ville enfouie sous une croûte blanche, silencieuse et gelée. À exactement 8h45, j'ai garé ma voiture devant les bureaux d'avocats de Crestwood et Associés situés dans un bâtiment moderne en verre et en acier au centre-ville. Michael Vance m'avait personnellement imprimé ses coordonnées avant que je ne quitte Northern Trust la veille. Sarah Jenkins était une avocate spécialisée en droit immobilier, vive et redoutable, qui avait été une conseillère de confiance de mon grand-père, David, pendant des décennies. C'était elle qui avait discrètement rédigé la fiducie entre vifs révocable de la famille Holloway en août 2016. Je suis entré dans le bureau silencieux, je lui ai serré la main et j'ai posé l'épais dossier rouge de la banque directement sur son bureau en acajou poli. Je ne me suis pas présenté avec une histoire émotionnelle. Je me suis présenté avec des faits. Je suis Victoria Miller, ai-je dit, en m'asseyant dans la chaise en cuir en face d'elle. Je suis la seule bénéficiaire de la fiducie Holloway. Mes parents m'ont expulsé du 818 Cherry Bend Road hier matin, ignorant que le titre de la propriété m'a été transféré à la mort de mon grand-père. Sarah Jenkins a ajusté ses lunettes de lecture et a ouvert le dossier. Un lent sourire entendu s'est répandu sur son visage alors qu'elle examinait les transferts d'actes notariés et le langage de la fiducie. David Miller était un homme magnifique, a-t-elle dit, la voix dégoulinante d'appréciation professionnelle. Il a prévu tout cela. Il m'a dit il y a 9 ans que votre mère essaierait un jour de vous dépouiller de tout. Et il voulait construire un piège invisible qui se refermerait au moment où elle franchirait la ligne. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché les feuilles de calcul que j'avais construites la nuit précédente. Je veux élargir la portée de notre action, lui ai-je dit. Ma mère me facture 900 $ par mois de faux loyer depuis 72 mois. De plus, je l'ai entendu discuter d'un plan pour mettre ma maison en vente pour 400 000 $ d'ici février, avec l'intention d'utiliser ma valeur nette pour financer une entreprise commerciale pour ma jeune sœur. Chloé. Sarah s'est penchée en arrière, tapotant un stylo en or contre son bureau. Eh bien, elle peut appeler autant d'agents immobiliers qu'elle veut, mais au moment où une société de titres consultera l'acte, ils verront que la propriété appartient à la fiducie, et vous êtes la seule fiduciaire, a-t-elle dit. Ils ne peuvent pas vendre une seule brique de cette maison. Mais nous n'allons pas rester les bras croisés et attendre qu'ils se heurtent à ce mur. Nous allons entamer une expulsion légale formelle. Je me suis penché en avant, mes yeux d'auditrice se concentrant sur un autre ensemble de données que j'avais tirées de mon profil de crédit plus tôt ce matin-là. Avant que nous ne rédigions les avis d'expulsion, j'ai besoin que vous regardiez ceci, ai-je dit, en tournant l'ordinateur portable pour lui faire face. J'ai pointé un article d'une grande banque de détail. C'était un compte de carte de crédit actif qui avait été ouvert il y a 4 ans en utilisant mon numéro de sécurité sociale et mon adresse exacte. Le solde impayé actuel sur la carte était de 14 750 $. L'historique des relevés montrait des dépenses pour des complexes hôteliers de luxe à Cabo, des boutiques de vêtements haut de gamme et du matériel photographique coûteux, l'équipement exact que Chloé utilisait pour ses vidéos sur les réseaux sociaux.
Je n'ai jamais possédé de compte dans cette institution financière, ai-je déclaré, ma voix complètement dépourvue de variation ou de colère. Ma mère a utilisé mon identité pour ouvrir cette carte. Elle s'est désignée comme utilisatrice autorisée et a dépensé près de 15 000 $ sous mon nom tout en me forçant à lui payer un loyer. Sarah Jenkins a fixé le grand livre numérique sur mon écran. La chaleur professionnelle a disparu de son visage, remplacée par une concentration froide et prédatrice. Cela franchit la ligne d'un litige civil sur le logement pour entrer sur un territoire criminel grave. Victoria, a-t-elle dit doucement. C'est de la fraude électronique fédérale et de l'usurpation d'identité. Votre grand-père vous a laissé un bouclier civil, mais votre mère vient de vous remettre une épée criminelle. Commençons à rédiger les procédures sommaires pour l'expulsion, et ensuite nous déposerons une plainte formelle auprès du département de police. Pendant les 4 heures suivantes, Sarah Jenkins et moi nous sommes assises dans sa salle de conférence sécurisée, menant un audit médico-légal méticuleux de l'empreinte financière de ma famille. En tant qu'auditrice de contrat, c'était mon domaine. Je savais lire entre les lignes des relevés bancaires, comment suivre les détournements d'actifs cachés, et comment repérer la fraude à des kilomètres de distance. Nous avions assigné les dossiers bancaires historiques de mon grand-père par l'intermédiaire de Michael Vance à la Northern Trust, et l'histoire que les données racontaient était d'une clarté dévastatrice. Ma mère m'avait dit que mes 900 $ par mois étaient désespérément nécessaires pour payer l'hypothèque et suivre la flambée des taxes foncières du comté de Grand Traverse. Mais lorsque j'ai sorti les rôles d'imposition historique pour le 818 Cherry Bend Road, j'ai découvert que mon grand-père avait entièrement remboursé la propriété en juillet 1997. De plus, il avait établi un compte séquestre dédié à la Northern Trust contenant 86 000 $ spécifiquement destinés à couvrir les taxes foncières et l'entretien structurel pour les 20 prochaines années. Les 900 $ que je transférais chaque mois le premier du mois n'allaient pas à une banque, à un greffier de la ville ou à une compagnie d'assurance. Sarah et moi avons retracé les petits poussés numériques. Au moment où mon argent touchait le compte d'Elena, il était instantanément acheminé vers divers comptes de luxe. J'ai cartographié les flux de trésorerie sur ma feuille de calcul. Exactement 12 000 $ étaient allés au paiement de la location mensuelle d'un SUV de luxe que Chloé conduisait à ses séances photos d'influenceuse. 8 000 $ supplémentaires avaient été transférés directement dans une ligne de produits vestimentaires ratée gérée par le petit ami influenceur fitness de Chloé, Tané Brokoud. Un projet qui s'est soldé par 0 vente de produits. Le reste de mon salaire d'entreprise durement gagné avait été systématiquement vidé dans des restaurants haut de gamme, des spas de jour et des centres commerciaux chics de Traverse City. Il vivait une vie de loisir à mes frais tout en me traitant comme une invitée indésirable qui s'attardait trop. Il m'avait extorqué 64 800 $ sur une période de 6 ans par la pure coercition psychologique et par une fausse représentation frauduleuse. Regardez cette entrée de novembre de l'année dernière, ai-je dit, en signalant une transaction spécifique à Sarah. Ma mère a retiré 5 000 $ de son compte la même semaine exacte où elle m'a hurlé dessus pendant 1 heure parce que j'avais oublié d'éteindre la lumière du sous-sol, affirmant que mon irresponsabilité entraînait la famille vers la ruine financière. Sarah a secoué la tête avec dégoût. C'est de la projection classique, a-t-elle noté. Elle avait besoin de vous faire vous sentir petite et financièrement précaire pour que vous ne pensiez jamais à remettre en question où allait réellement l'argent. Elle vous gardait sur la défensive pour que vous ne regardiez pas les registres. J'ai fermé la chemise de classement avec une tape ferme et délibérée. Chaque dollar avait été catégorisé. Chaque mensonge avait été mis en correspondance avec un retrait bancaire correspondant. L'extorsion était entièrement documentée. J'avais les reçus. J'avais la fiducie. Et j'avais la vérité absolue. Nous allons utiliser toute la force de la section 554 des lois compilées du Michigan, a répondu Sarah, ses doigts volant sur son clavier alors qu'elle finalisait les documents juridiques. Nous leur signifions un avis officiel de 30 jours pour quitter les lieux. S'ils ne sont pas partis d'ici le 28 janvier, le tribunal prendra le relais et le shérif s'occupera du reste. Le mercredi matin 27 décembre, mon dossier juridique était une œuvre d'art sans faille. J'avais passé la nuit au Holiday Inn local à organiser les preuves dans un lourd classeur rouge vif que j'avais organisé exactement comme une enquête sur les fraudes d'entreprise. Je ne voulais pas d'une seule extrémité lâche. Je savais que lorsque les familles toxiques sont acculées, elles ne se rendent pas gracieusement. Elles ont recours à une guerre émotionnelle extrême, pleurant, mentant et tentant de rallier la communauté à leur cause en utilisant de faux récits. J'avais besoin que mes preuves soient si accablantes qu'aucun juge, agent immobilier ou officier de police ne puisse les regarder et voir autre chose qu'un crime en noir et blanc.
L'avant du classeur rouge contenait la copie certifiée de la fiducie entre vifs révocable de la famille Holloway, démontrant clairement que j'étais devenu la seule propriétaire légale du 818 Cherry Bend Road le 11 octobre 2024, le jour exact du décès de mon grand-père. La deuxième section contenait la recherche de titres certifiés de Pioneer Title Insurance, prouvant qu'il n'y avait aucun privilège, aucune hypothèque et aucune réclamation secondaire sur la propriété. La troisième section était la plus dévastatrice. Elle contenait 72 mois de relevés bancaires montrant mes transferts récurrents de $900 à ma mère, associés directement aux registres fiscaux du comté montrant un solde nul sur les taxes foncières. Cela prouvait sans l'ombre d'un doute qu'elle avait systématiquement fraudé sa propre fille sous de faux prétextes. La section finale contenait la documentation sur l'usurpation d'identité, la demande de carte de crédit non autorisée, l'analyse de la falsification de signatures effectuée par un outil logiciel professionnel que j'utilisais au travail, et le solde actif de $14 750. J'étais déjà allé au département du shérif du comté de Grand Traverse plus tôt ce matin-là et j'avais déposé un rapport officiel d'usurpation d'identité. Le numéro du rapport de police était estampillé à l'encre noire épaisse en haut de la documentation financière. Sarah Jenkins a examiné l'intégralité du classeur dans son bureau, hochant la tête avec une approbation absolue. C'est un dossier blindé, Victoria, a-t-elle dit, en faisant glisser 2 documents neufs et légalement tamponnés sur le bureau en acajou vers moi. Vous avez fait 90% du travail pour le tribunal. Maintenant, vous devez juste signer ces 2 formulaires. Le premier document était l'avis officiel de 30 jours pour quitter les lieux, adressé à Elena Miller, Arthur Miller, Chloé Miller, et tout autre occupant résidant sur la propriété. Il indiquait qu'ils étaient considérés comme des locataires à volonté en vertu de la loi du Michigan. Ils n'avaient pas de bail, et ils étaient tenus par la loi de libérer complètement les lieux dans les 30 jours suivant la signification. Le deuxième document était une autorisation formelle permettant au cabinet de Sarah de déposer une plainte de procédure sommaire immédiate auprès du tribunal de district 86 dès l'expiration de la fenêtre de 30 jours. J'ai pris un simple stylo à billes noires. Je n'ai pas hésité une fraction de seconde. J'ai signé les 2 documents avec une signature nette et précise. Il n'y avait aucune joie dans l'action, mais il y avait un immense sentiment d'ancrage de la justice. Dans ma carrière d'entreprise, la justice n'est pas un discours dramatique au tribunal. La justice est une feuille de calcul bien documentée, une signature vérifiée, et une date limite de dépôt le mardi matin. J'ai fait glisser les pages signées vers Sarah. Elle les a immédiatement numérisées dans son système et a envoyé un courriel crypté à son huissier de justice principal, un professionnel agréé spécialisé dans les litiges immobiliers à haut conflit. L'avis sera signifié demain matin à 10h00, a dit Sarah, me regardant par-dessus ses lunettes. L'horloge commence à tourner demain. Ils auront jusqu'au 28 janvier pour emballer toute leur vie. S'ils choisissent de l'ignorer, la loi les expulsera. Je me suis levé, ajustant mon manteau d'hiver. Laissez l'horloge tourner, ai-je dit doucement. Le nom de l'huissier de justice était Linda Kowalski. Elle était un officier agréé de 42 ans avec 15 ans d'expérience dans le traitement des locataires mauvais payeurs, des débiteurs qui se cachent et des conflits familiaux toxiques. Plus important encore, elle portait une caméra corporelle haute définition solidement fixée au centre de son gilet tactique. Elle savait que les gens comme ma mère essayaient toujours de mentir sur la façon dont les documents juridiques étaient livrés, et elle comptait sur des séquences numériques pour assurer sa sécurité et protéger l'intégrité du tribunal. À exactement 10h14 le matin du 28 décembre, Linda Kowalski a garé son véhicule dans l'allée enneigée du 818 Cherry Bend Road. À travers la grande baille vitrée du salon, elle pouvait voir que la maison était brillamment éclairée. Ma mère était actuellement dans la cuisine en train de diriger sa session hebdomadaire de bloc de salon de beauté matinale, coiffant l'une de ses clientes régulières de son groupe d'études bibliques pour femmes. Linda s'est approchée du porche d'entrée et a sonné fermement à la porte. Quelques instants plus tard, la lourde porte en bois s'est ouverte. Ma mère, Elena, se tenait dans l'embrasure de la porte portant un élégant tablier de salon noir, les mains couvertes de gants professionnels en latex. Elle avait son sourire public large, brillant et profondément pratiqué, collé sur son visage, le sourire qu'elle utilisait pour convaincre ses 8000 abonnés de blog en ligne que sa vie était un voyage beau et béni d'amour et de foi. Madame Elena Miller, a demandé Linda Kowalski, sa voix calme, professionnelle et entièrement neutre. Oui, c'est moi. Comment puis-je vous aider en cette belle matinée, a répondu ma mère, le ton dégoulinant de fausse gaieté. Je m'appelle Linda Kowalski, et je suis un huissier de justice agréé pour le comté de Grand Traverse, a dit Linda,
soulevant un document légal de son presse-papier et le tendant. Je vous signifie un avis officiel de 30 jours pour quitter et libérer ces lieux émis au nom du propriétaire légal, Victoria Miller. Aujourd'hui est le 28 décembre. Vous, Arthur Miller, et Chloé Miller avez jusqu'au 28 janvier pour vider complètement vos effets personnels et remettre les clés. Le faux sourire sur le visage de ma mère n'est pas seulement tombé. Il s'est complètement désintégré. Sa peau a pris une teinte pâle et maladive de gris sous son maquillage lourd. Elle a fixé le document légal dans la main de Linda comme s'il était écrit dans une langue morte. C'est une blague ridicule, a bafouillé Elena, sa voix montant d'une octave, se brisant avec une panique immédiate. Victoria ne possède pas cette maison. Mon père a construit cette maison. Victoria est une enfant fauchée et ingrate que nous venons de mettre à la porte pour avoir été un fardeau. C'est une erreur massive. Je ne prends pas ce papier. La signification légale est entièrement terminée en vertu de la loi du Michigan, que vous touchiez physiquement ce document ou non, madame, a répondu Linda, sa voix restant entièrement imperturbable. L'interaction a été entièrement enregistrée sur ma caméra corporelle certifiée par l'État. L'horloge légale commence officiellement aujourd'hui. Passez une bonne journée. Linda a calmement reculé, a placé fermement le document légal entre la porte moustiquaire en métal et le cadre, a tourné les talons et est retournée à son véhicule. Ma mère est restée figée sur le porche, le vent glacial fouettant ses cheveux autour de son visage. Par la porte ouverte, sa cliente de l'étude biblique la fixait avec de grands yeux choqués, ayant entendu chaque mot de l'interaction. Elena a tendu une main tremblante, a attrapé l'avis de 30 jours et l'a complètement déchiré en deux dans un accès de rage. Mais alors qu'elle baissait les yeux sur les morceaux déchirés, ses yeux ont attrapé le texte noir-gras en bas au nom de la propriétaire Victoria Miller. L'horloge tournait. Pendant 6 ans, ils m'avaient forcé à vivre selon leurs règles abusives et arbitraires. Maintenant, pour les 30 prochains jours, ils étaient forcés de vivre selon les miennes. L'avis de 30 jours pour quitter a expiré le 28 janvier, et exactement comme Sarah Jenkins l'avait prédit, ma famille n'a pas sorti une seule boîte de la maison. Elena avait passé le mois entier à se convaincre que je jouais simplement un jeu de bluff pathétique. Elle avait engagé un jeune avocat immobilier bon marché d'un bureau de centre commercial de banlieue dans le canton de Garfield, le payant $385 de mon argent volé pour examiner la fiducie. Selon Sarah, cet avocat avait appelé Elena dans les 48 heures et lui avait dit catégoriquement qu'elle n'avait aucune qualité pour agir, aucune valeur nette, et que si elle allait au tribunal, elle perdrait de façon catastrophique. Elena l'avait promptement renvoyée et avait décidé de se représenter elle-même, croyant que son indignation maternelle annulerait d'une manière ou d'une autre les lois sur les actes de propriété. Le matin froid du 6 février, je suis entré dans le tribunal de district 86 du comté de Grand Traverse. J'étais vêtu de mon tailleur d'entreprise gris anthracite le plus élégant, les cheveux tirés en arrière, mon classeur rouge bien calé sous mon bras. Je me suis assise à la table du plaignant à côté de Sarah Jenkins. Quelques minutes plus tard, mes parents et Chloé sont entrés dans la salle d'audience. Ils ne ressemblaient pas aux personnes confiantes qui m'avaient jeté dehors en chaussettes le matin de Noël. Elena avait l'air épuisée, les cheveux en désordre, les yeux cernés de rouge. Arthur marchait à 3 pas derrière elle, fixant intensément ses bottes d'hiver. Chloé tapait frénétiquement sur son téléphone, l'air terrifié. Quand Elena m'a vu assise calmement à la table avant, son visage s'est tordu en un masque de pure fureur. Elle a fait un mouvement vers ma table, mais un huissier du tribunal s'est avancé, plaçant sa main sur sa ceinture, et l'a dirigé vers le côté de la défense. La juge était une femme redoutable nommée Patricia Grieve, qui avait passé 19 ans sur le banc du comté. Elle dirigeait sa salle d'audience d'une main de fer et n'avait absolument aucune patience pour les jérémiades émotionnelles ou l'incompétence juridique. Affaire numéro 2649, Victoria Miller contre Elena et Arthur Miller, a annoncé la juge Grieve, en regardant son registre. Sarah Jenkins s'est levée avec souplesse. Votre honneur, nous demandons un jugement par défaut immédiat pour la possession. Le défendeur a reçu un avis officiel de 30 jours pour quitter les lieux le 28 décembre. Les 30 jours se sont écoulés et les occupants illégaux ont refusé de libérer les lieux. Nous avons soumis l'acte certifié de la fiducie Holloway prouvant la propriété absolue de ma cliente. La juge Grieve a feuilleté les papiers devant elle. Elle a regardé par-dessus ses lunettes de lecture vers ma mère. Madame Miller, vous vous représentez vous-même aujourd'hui. Avez-vous un contrat de location valide et signé pour le 818 Cherry Bend Road? Lena s'est levée, agrippant le bord de la table en bois.
Votre honneur, c'est ma fille, a-t-elle crié, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Elle fait sa part pure méchanceté parce que nous lui avons demandé d'aider à soutenir sa famille. Mon père a construit cette maison de ses propres mains. Nous y avons vécu pendant 10 ans. Victoria manipule le système pour jeter sa propre mère à la rue en plein hiver. C'est de la maltraitance des personnes âgées. C'est non chrétien. La juge Grieve n'a pas scié. Elle n'a pas eu l'air compatissante. Elle a laissé ma mère parler pendant exactement 30 secondes avant d'abattre son marteau en bois une fois, un son sec et assourdissant. Madame Miller, je ne vous ai pas demandé une leçon d'histoire familiale ou un monologue émotionnel, a dit la juge Grieve, sa voix tombant dans un ton glacial et dangereux. Je vous ai posé une question juridique très spécifique. Avez-vous un bail signé? Détenez-vous une part d'équité bénéficiaire dans la propriété? Avez-vous un quelconque contrat vous permettant d'occuper le 818 Cherry Bend Road? Non, mais, a balbutié Elena, le visage devenant rouge vif. Alors vous êtes une occupante illégale. La juge Grieve l'a coupé net. L'acte est absolu. Le langage de la fiducie est non négociable. La propriétaire légale demande la possession immédiate de sa propriété immobilière, et ce tribunal est tenu par la loi de l'accorder. Le tribunal émet par la présente un jugement par défaut pour la possession. Vous avez jusqu'au 22 février pour libérer complètement les lieux. Si vous êtes toujours sur la propriété le 22 février à 10h30 du matin, le shérif du comté vous expulsera physiquement et inventoriera vos biens. La juge Grieve a abattu son marteau une dernière fois, mettant fin à l'audience. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas regardé ma mère qui commençait à sangloter bruyamment dans les rangées derrière moi. J'ai simplement fermé mon classeur rouge et j'ai fait un signe de tête à Sarah. La loi avait parlé et elle était entièrement de mon côté. À la 3e semaine de février, la réalité de leur expulsion imminente avait finalement brisé l'épais mur de déni de ma mère. Elle savait qu'elle ne pouvait pas combattre le tribunal de district 86, et elle savait que le département du shérif du comté ne se souciait pas de ses larmes maternelles. Alors, fidèle à sa nature narcissique, elle a décidé d'utiliser comme arme la seule arène où elle sentait qu'elle avait du pouvoir, le tribunal de l'opinion publique. Elle n'avait pas elle-même une présence massive sur les réseaux sociaux, alors elle a forcé ma petite sœur, Chloé, à lui remettre son compte d'influenceuse lifestyle, qui comptait plus de 80 000 abonnés jeunes et influençables. Pendant 5 jours continus avant la date limite d'expulsion, le compte de Chloé a commencé à publier des mises à jour critiques et dramatiques, de petites vidéos de boîtes en carton emballées, une musique de fond triste et des superpositions de textes sur la trahison familiale. À exactement 10h00 le matin du 22 février, juste 30 minutes avant l'expulsion prévue par le shérif, ma mère s'est assise sur le canapé en cuir blanc dans le salon de ma maison. Elle s'était habillée avec soin pour la performance, choisissant un gilet en cachemire d'un blanc doux et pur, car elle croyait que la couleur blanche communiquait inconsciemment l'innocence, la vulnérabilité et la pureté à un public de téléspectateurs. Chloé a installé un anneau lumineux professionnel directement devant le canapé, ajustant l'angle pour que la lumière de la matinée d'hiver frappe parfaitement le visage d'Elena, soulignant chaque fausse larme. Chloé a vérifié son reflet dans l'appareil photo du téléphone à 3 reprises, lissant ses cheveux avant de retourner l'objectif pour se concentrer entièrement sur notre mère. « Es-tu prête, maman ?» a murmuré Chloé derrière l'écran. La notification est sortie. Les gens rejoignent la diffusion rapidement. Elena a pris une profonde inspiration dramatique, a fermé les yeux très fort pour forcer une couche d'humidité sur ses cils, et a hoché la tête. « Lance le direct » a-t-elle ordonné. Dans les 45 secondes qui ont suivi le début de la diffusion en direct, le nombre de spectateurs a dépassé les 200 personnes. En 3 minutes, alors que la nouvelle se répandait dans les groupes communautaires locaux de Traverse City, le nombre a bondi à plus de 800. À la marque des 5 minutes, plus de 4000 personnes regardaient en direct alors que ma mère commençait à pleurer ouvertement, les mains tremblantes alors qu'elle tenait un mouchoir contre son nez. Merci à tous de vous joindre à moi pendant l'heure la plus sombre de ma vie. Elena a sangloté face à la caméra, sa voix parfaitement modulée pour un drame théâtral maximum. Je diffuse cela parce que le monde a besoin de voir ce qui se passe lorsque l'amour d'une mère est rencontré par une cupidité démoniaque pure. En ce moment, la semaine de la Saint-Valentin, ma propre fille aînée, Victoria, utilise une faille juridique froide pour faire en sorte que des policiers armés jettent ses propres parents et sa jeune sœur innocente dans la neige glaciale. La section des commentaires sur le côté de l'écran a commencé à défiler dans un flou de texte rapide et chaotique. Les gens laissaient des émojis choqués, des visages en colère et des messages de soutien tapés.
J'ai sacrifié toute ma jeunesse pour cette fille, a poursuivi Elena, se penchant en avant vers l'objectif, ses larmes maculant maintenant son mascara. Quand elle est née, j'ai renoncé à mes rêves. J'ai travaillé 10 heures par jour pour subvenir à ses besoins. Et comment nous rembourse-t-elle? Elle se faufile dans une banque, modifie les papiers de mon défunt père et nous force à brûler ses chaussettes de Noël avant de nous jeter à la rue. Elle m'a obligé à le faire. C'est un monstre financier. La foule en ligne buvait ses paroles. Le nombre de spectateurs a explosé, franchissant les 18 000 personnes alors que l'algorithme commençait à pousser agressivement la diffusion hautement dramatique vers les flux principaux. Les gens de la région identifiaient les chaînes de télévision et appelaient à mon exposition publique. Elena regardait les chiffres grimper du coin de l'œil, une infime lueur de satisfaction malade traversant son chagrin. Elle croyait avoir gagné. Elle croyait m'avoir rendu si radioactive que je devrais l'appeler et la supplier d'arrêter la diffusion en échange de la maison. Elle n'avait aucune idée que la porte d'entrée était sur le point de s'ouvrir et que le scénario était sur le point d'être complètement inversé. À exactement 10h30 du matin, un coup sourd et assourdissant a résonné sur la porte d'entrée du 818 Cherry Bend Road, coupant directement le monologue larmoyant de ma mère. Le son était sec, autoritaire et portait le poids indubitable du pouvoir sanctionné par l'État. Elena s'est arrêtée de parler au milieu de sa phrase. Elle a regardé vers le couloir, le visage s'illuminant d'une anticipation immédiate. Elle s'est tournée vers l'appareil photo du téléphone, arborant une expression de résolution courageuse et tragique. Ils sont là, mes chers abonnés, a-t-elle murmuré de façon dramatique aux 22 000 personnes qui regardaient maintenant la diffusion en direct. Les exécuteurs armés de la cupidité de ma fille sont à ma porte. S'il vous plaît, restez sur la diffusion. Regardez cela se produire. Soyez les témoins du vrai visage de la maltraitance moderne envers les personnes âgées. Elena s'est levée du canapé, s'assurant que le gilet blanc ait l'air suffisamment froissé et pathétique. Chloé a pris le lourd trépied en métal, maintenant le téléphone stable alors qu'elle marchait derrière notre mère, gardant l'objectif concentré sur l'entrée principale. Elena a attrapé la poignée de porte en laiton et l'a tirée avec un mouvement dramatique. Sur le porche enneigé se tenait l'adjoint du shérif Daryl Hawthorne, vêtu de son uniforme d'hiver vert foncé du comté, tenant un épais presse-papier en bois contenant une ordonnance de restitution imprimée par le tribunal de district 86. Derrière lui se tenait un deuxième adjoint en renfort, plus jeune, les mains reposant nonchalamment sur sa ceinture de service, et un serrurier local professionnel portant un grand sac à outils en toile rempli de lourdes perceuses et de cylindres de serrure. Madame Elena Miller, a demandé l'adjoint Hawthorne, sa voix complètement plate, complètement impressionné par l'appareil photo du téléphone pointé directement sur sa poitrine. Oui, adjoint. Je suis la mère qui est injustement expulsée de la maison de son père, a dit Elena, sa voix se brisant sur commande alors qu'elle regardait dans l'objectif. Madame, j'ai une ordonnance de restitution émise par le tribunal par la juge Patricia Grieve, a déclaré Hawthorne, soulevant le document légal officiel et le tenant directement devant l'appareil photo du téléphone pour que les 22 000 spectateurs en direct puissent voir le sceau rouge en relief. Du comté de Grand Traverse. La date limite de déménagement était 10h30 ce matin. À cette seconde exacte, votre occupation légale a officiellement pris fin. Vous avez exactement 30 minutes pour rassembler vos objets personnels essentiels, vos médicaments et vos pièces d'identité. Tout ce qui restera après 11.00 sera sécurisé à l'intérieur par la propriétaire et rendu disponible pour un ramassage unique dans les 30 jours. La bouche d'Elena s'est ouverte dans un eau silencieux et parfait de choc. Elle a regardé au-delà de l'adjoint, cherchant dans l'allée une camionnette de nouvelles ou une foule de voisins solidaires qu'elle avait espéré rallier, mais l'allée était vide à l'exception de 2 voitures de police du comté et d'une berline noire propre. Puis la porte arrière de la berline noire s'est ouverte. Je suis sorti dans l'air hivernal vif et glacial. Je portais mon manteau en laine d'auditrice d'entreprise professionnelle, des gants en cuir et des bottes élégantes. Je tenais mon classeur rouge solidement sous mon bras gauche. Je ne ressemblais pas à une enfant vindicative. Je ressemblais à une dirigeante d'entreprise arrivant pour inspecter un actif nouvellement acquis. J'ai marché sur le trottoir enneigé, mes bottes crissant de manière rythmée, et j'ai posé le pied sur le porche à côté de l'adjoint Hawthorne. La section des commentaires sur la diffusion en direct a complètement explosé dans un chaos absolu. Le nombre de spectateurs a bondi au-delà des 40 000 personnes en l'espace de quelques secondes alors que les utilisateurs réalisaient que la vraie fille venait d'arriver sur place. Victoria, a hurlé ma mère, sa fausse voix douce disparaissant complètement, remplacée par un cri strident ailé de pur désespoir. Comment oses-tu montrer ton visage ici?
Dis à ces hommes de partir. Dis-leur que c'est une erreur. Regarde ce que tu fais à ta propre famille devant la caméra. Je l'ai regardé directement au-delà d'elle, mes yeux se verrouillant sur l'objectif de l'appareil photo du téléphone de Chloé. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ouvert mon classeur rouge et je me suis préparé à livrer l'audit final. J'ai franchi le seuil de la porte d'entrée, entrant dans le vestibule de la maison. Chloé a reculé loin de moi, ses mains tremblant si fort que le trépied a commencé à secouer, faisant basculer follement la vidéo en direct. Le nombre de spectateurs grimpait maintenant vers les 58 000 personnes, toutes regardant la collision en temps réel du récit public d'une famille et des données en noir et blanc d'une fille. Victoria, s'il te plaît, a pleuré ma mère, tentant instantanément de pivoter à nouveau vers son personnage de victime, tendant les mains pour attraper mon manteau en cachemire. Pense à ce que les gens vont dire. Pense à la mémoire de ton grand-père. J'ai reculé hors de sa portée, mon mouvement fluide et entièrement contrôlé. J'ai ouvert le classeur rouge et j'ai sorti les 3 premiers documents. Je ne suis pas ici pour discuter de mémoire, Elena, ai-je dit, ma voix résonnant de manière claire et complètement stable, se projetant parfaitement dans le microphone du téléphone. Je suis ici pour exécuter un rapprochement financier final. J'ai brandi le premier document, pointant le sceau certifié. Ceci est l'acte de propriété du 818 Cherry Bend Road, ai-je déclaré fermement, en regardant directement dans l'objectif de la caméra. Mon grand-père, David Miller, m'a laissé cette propriété exclusivement à moi il y a 9 ans. Pendant 6 ans, vous avez vécu ici complètement sans payer de loyer tout en me forçant à vous payer $900 chaque mois sous la fausse déclaration frauduleuse qu'il y avait une hypothèque active. Elena a ouvert la bouche pour m'interrompre, mais j'ai levé la main, mon autorité d'auditrice senior la réduisant complètement au silence. J'ai brandi le deuxième document, qui contenait 72 mois de journaux de suivi bancaire vérifiés. Vous avez systématiquement extorqué un total de $64 800 de mes revenus d'entreprise. Vais-je continuer, mon ton complètement neutre, ressemblant à une dirigeante lisant un rapport sur les résultats. Vous n'avez pas utilisé cet argent pour la survie de la famille. Mon audit retrace chaque dollar allant directement dans les locations de voitures de luxe de Chloé, ses virées shopping haut de gamme et ses sacs à main de marque. La section des commentaires sur l'écran du téléphone défilait si vite qu'elle ressemblait à du bruit blanc. Le récit entier de la mère victime s'évaporait en temps réel devant 60 000 témoins. Enfin, j'ai brandi le troisième document, celui estampillé avec le numéro du rapport de police en noir gras. Et ceci est le rapport officiel déposé auprès du département du shérif du comté de Grand Traverse pour usurpation d'identité et fraude électronique, ai-je dit, regardant ma mère droit dans ses grands yeux pétrifiés. Il y a 4 ans, vous avez utilisé mon numéro de sécurité sociale pour ouvrir secrètement une carte de crédit de détail à plafond élevé. Vous avez maximisé cette carte à hauteur de $14 750, laissant la dette frauduleuse sous mon nom tout en me disant que j'étais un fardeau financier pour cette famille. Le visage d'Elena s'est complètement effondré. Le masque public qu'elle avait porté pendant 25 ans ne s'est pas seulement fissuré. Il s'est brisé en poussière sur le sol de l'entrée. Elle s'est retournée follement, cherchant mon père, Arthur, qui était resté assis silencieusement à la table de la cuisine toute la matinée avec une tasse de café froide. Arthur, fais quelque chose. Dis-lui qu'elle ne peut pas faire ça, a hurlé Elena, sa voix se brisant avec une réalité terrifiante. Mon père s'est levé lentement de la table. Il a marché dans le couloir, la tête complètement baissée. Il n'a pas regardé ma mère. Il n'a pas regardé Chloé. Il a marché droit devant les adjoints, droit devant l'appareil photo du téléphone, et est sorti sur le porche. Il s'est assis lourdement sur la deuxième marche en bois, enfouissant son visage dans ses mains burinées. Elle possède la maison, a dit Arthur, sa voix faible mais parfaitement audible sur l'audio de la diffusion en direct. Elle l'a toujours eu. Nous n'aurions pas dû lui faire ce que nous lui avons fait. Chloé a laissé échapper un halètement vif, le visage devenant aussi blanc que la neige à l'extérieur. Elle a complètement laissé tomber son bras et l'écran de la diffusion en direct est devenu complètement noir alors qu'elle coupait l'émission. La performance était terminée. L'audit était achevé. Les retombées sur les réseaux sociaux de cette diffusion en direct de 30 minutes ont été immédiates, totales et complètement catastrophiques pour la fausse existence publique de ma famille. Chloé avait construit toute sa plateforme d'influenceuse sur le récit d'une fille de la classe moyenne supérieure saine et bénie vivant une vie inspirante de luxe propre. Dans les 12 heures suivant la coupure de la diffusion,
des utilisateurs locaux avaient téléchargé les images enregistrées et téléchargé le segment où je lisais l'audit financier sur les principales plateformes de vidéos virales. Le lendemain matin, le clip avait dépassé les 4 millions de vues dans tout le pays. Internet ne pardonne pas aux gens qui utilisent l'usurpation d'identité pour financer un faux style de vie tout en expulsant leur propre sœur le matin de Noël. À la fin de la semaine, Chloé avait perdu tous ses partenariats de marque rémunérés. Son partenaire de soins de la peau, son contrat de vêtements de sport, et son service d'abonnement de kits de repas ont tous envoyé des avis de résiliation formels par courriel, déclarant qu'ils ne pouvaient plus être associés à un compte lié à une fraude financière systémique et à l'extorsion familiale. Son petit ami, Tané Brookwood, réalisant que sa marque de fitness était entraînée vers le bas par association, lui a envoyé un court message texte mettant fin à leur relation et la bloquant sur toutes les plateformes en moins de 40 minutes. Le blog du salon de coiffure local de ma mère a fini par devenir une véritable zone de guerre. Chaque ancienne publication, chaque photographie d'études bibliques, et chaque citation sur les valeurs familiales a été inondée de milliers de commentaires d'inconnus posant des variations de la même question exacte. Où sont les 64 000 $ de Victoria? Elena a été forcée de supprimer son site web, de désactiver ses comptes et de changer son numéro de téléphone pour échapper à l'examen public implacable. Le conseil des anciens de son église luthérienne locale l'a convoqué à une réunion privée et lui a doucement suggéré de prendre un congé sabbatique d'une durée indéterminée des ministères pour femmes. Avec leurs sources de revenus complètement détruites et leur réputation publique ruinée, mes parents ont été forcés d'emballer leurs affaires à la hâte et de déménager dans un appartement exigu et vétuste de 2 chambres à Beulah, au Michigan. Une petite ville à 28 miles au sud-ouest de Traverse City. L'appartement se trouvait directement au-dessus du bureau bruyant d'un chiropraticien, n'avait pas de garage et pas de cheminée, un détail sur lequel ma mère avait pleuré pendant le processus de déménagement. Un examen complet de leurs actifs conjoints a révélé que malgré l'extraction de milliers de dollars de mon salaire pendant 6 ans, il leur restait exactement 31 000 $ sur leur compte courant principal. Le reste avait été complètement dilapidé dans des biens de luxe qui se déprécient et des entreprises commerciales ratées. La moitié de cet argent liquide restant a été instantanément englouti par le nouveau propriétaire comme dépôt de garantie à haut risque en raison de leurs antécédents de crédit ruinés. Chloé a été forcée d'emménager dans le petit appartement avec eux à la fin du mois de mars, dormant sur un canapé lit bon marché dans le salon, refusant de parler à notre mère pendant des semaines alors qu'ils étaient assis dans les ruines de leur propre sentiment de droit. Le 28 mars, exactement 3 mois et 3 jours après le matin où ma mère avait jeté ma vie dans un sac poubelle en plastique, j'ai remonté Cherry Bend Road en voiture une dernière fois. L'épaisse neige hivernale avait finalement fondu sur l'herbe, révélant la terre humide et sombre du printemps. L'air était encore vif, mais le ciel était d'un bleu clair brillant. L'adjoint Daryl Hawthorne m'attendait sur le porche, tenant un petit anneau en laiton contenant 3 clés de haute sécurité toutes neuves. « Bienvenue chez vous, mademoiselle Miller » a dit Hawthorne, m'offrant un hochement de tête respectueux et professionnel alors qu'il me remettait les clés. La propriété est complètement sécurisée. Le serrurier a changé chaque penne dormant sur les portes extérieures. « Merci, adjoint » ai-je répondu, en lui serrant fermement la main. J'ai monté les marches seul. J'ai sélectionné la clé maîtresse en laiton, la clé originale que mon grand-père David avait portée sur le passant de sa ceinture en cuir pendant 43 ans, celle qu'il avait soigneusement conservée à l'intérieur de la boîte en noyer pour moi. Je l'ai glissée dans la serrure. Elle a tourné avec un clic doux et solide. J'ai poussé la lourde porte en bois et j'ai franchi le seuil de ma maison. L'intérieur était complètement vide. Les adjoints du shérif avaient fait un travail minutieux en s'assurant que mes parents retirent chaque objet qu'ils possédaient légalement. Le canapé en cuir blanc avait disparu. Les anneaux lumineux avaient disparu. Les sacs à main de créateurs avaient disparu. Les murs étaient nus, montrant la peinture claire et propre en dessous. La maison était entièrement silencieuse. Mais pour la première fois en 10 ans, elle ne semblait pas oppressante. L'atmosphère lourde et suffocante d'anxiété constante, de règles non écrites et de jugements maternels avait été complètement effacée avec leur départ. J'ai marché dans les pièces vides, mes bottes résonnant doucement sur les parquets en chêne immaculé que mon grand-père avait posés de ses 2 mains en 1972. Sous la légère odeur de peinture fraîche et de produits de nettoyage, je pouvais encore détecter la profonde odeur réconfortante du bois de cèdre et de la vieille gomme laque, l'odeur exacte de l'atelier de mon grand-père. Je suis entré dans le salon et j'ai placé la boîte en noyer foncé bien au centre du manteau de briques propres, juste là où ma chaussette de Noël brûlait autrefois il y a 3 mois.
puis je me suis dirigé vers le coin de la pièce et j'ai tiré le lourd établi de menuiserie de mon grand-père hors de l'ombre, le traînant pour le ramener au centre exact de la pièce sous la lumière vive de la fenêtre. J'ai ouvert sa vieille boîte à outils en métal, en sortant ses ciseaux en acier, ses scies à main et ses outils de nivellement, les arrangeant soigneusement par ordre de taille sur le plateau en bois usé, exactement comme il m'avait appris à le faire quand j'étais une petite fille. J'ai pris son vieux tablier de travail en cuir, celui avec la profonde marque de brûlure en forme de fer à cheval sur le côté droit, faite par un morceau de bois de noyer chaud. J'ai noué les épaisses lanières de cuir solidement autour de ma taille. Je suis une auditrice de contrat d'entreprise. Je ne serai probablement jamais une maître ébéniste professionnelle, mais je savais que dans cet espace, j'apprendrais à reconstruire ma vie en utilisant les règles procédurales exactes qu'il m'avait données. Le papier de verre va toujours dans le sens du grain. Les gens sont exactement pareils. Vous ne forcez pas le bois. Vous suivez la ligne véritable. Le 1er avril, mon téléphone s'est allumé avec une notification provenant d'un numéro inconnu. J'ai ouvert le dossier des messages. C'était un long paragraphe écrit par mon père, Arthur. Le tout premier message numérique qu'il m'ait jamais envoyé de son propre chef dans toute ma vie d'adulte. Le texte disait, « Victoria, je sais que tu n'as absolument aucune raison de lire ceci, et tu ne me dois rien. Je t'écris ceci parce que je te dois la vérité fondamentale. J'aurais dû intervenir et arrêter ta mère 40 fois différente au cours des 20 dernières années. J'ai vu ce qu'elle faisait à ton crédit. Je savais que la maison était payée. J'ai choisi de rester silencieux parce que j'étais un lâche qui voulait éviter ces crises de hurlement. J'ai utilisé mon silence comme un bouclier et je t'ai laissé supporter le coup de mon confort. Je suis profondément désolé. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, et je n'attends pas de réponse. C'est simplement la seule chose honnête qu'il me reste à te donner, papa. » Je me suis assise à l'établi de mon grand-père, lisant les mots sur l'écran 3 fois. J'ai reconnu le mécanisme psychologique derrière le message. C'était une véritable confession, dépourvue des tactiques d'argot que ma mère utilisait. Il ne demandait pas d'argent et il ne demandait pas à revenir vivre dans la maison. Mais en tant qu'auditrice, je savais aussi qu'une confession tardive n'efface pas automatiquement un déficit de bilan sur plusieurs années. Sa complicité m'avait coûté 64 000 $ et une enfance de négligence systématique. Vous ne pouvez pas équilibrer un registre avec une note d'excuse. Je n'ai pas répondu à son message texte. Je n'ai pas supprimé le message non plus. Je l'ai simplement archivé dans le dossier étiqueté données passées, j'ai fermé l'application et j'ai posé le téléphone face vers le bas sur la table en bois. La limite était fixée. C'était une ligne dans le sable, silencieuse, blindée et permanente. La vraie liberté ne ressemble pas à une dispute dramatique, bruyante et criarde sur un porche d'entrée. La vraie liberté est le pouvoir absolu de décider qui a accès à votre vie, à votre énergie et à votre tranquillité d'esprit. C'est la capacité de regarder les gens qui partagent votre ADN et de décider que leur comportement toxique a définitivement mis en faillite leur droit d'être en votre présence. Je suis Victoria Miller. J'ai 28 ans. Je vis seul au 818 Cherry Bend Road, dans la maison forte et belle que mon grand-père a construite de ses propres mains et qu'il m'a laissée comme une forteresse. J'ai une cheminée chaleureuse, un compte bancaire sécurisé, et un titre de propriété blindé que personne ne pourra jamais contester. Ma famille pensait qu'elle pouvait me briser en m'enfermant dehors dans la neige le matin de Noël. Ils ont complètement manqué de réaliser qu'ils étaient simplement en train de me remettre les clés de mon propre royaume. Je me suis dirigé vers l'entrée principale, j'ai saisi la lourde poignée en laiton, et j'ai fermé la porte en bois massif derrière moi, verrouillant le monde à l'extérieur complètement. Cette histoire est purement fictive et destinée à des fins de divertissement et d'éducation.